tous présents à cette séance d'accueil des nouveaux chercheurs que nous faisons donc traditionnellement chaque année pour accueillir, comme son nom l'indique, les nouveaux chercheurs. Tout le monde est bienvenu. On invite même les plus vieux chercheurs quelquefois, parce que comme des informations finalement qui sont très intéressantes également pour eux. Mais là, je vois que vous êtes tous très jeunes. Je voudrais juste savoir donc, qui est doctorant. Ah oui, et donc postdoc. Voilà, okay. Voilà, c'est juste pour avoir une petite idée. De toute façon, il y a une liste de présence qui passe. Voilà. C'est juste à titre indicatif et informatif pour nous, savoir qui est venu, voilà, quelle résonance à cette séance. Voilà, donc vous êtes nouveau chercheur et comme tout nouveau chercheur, eh bien, vous avez été affecté à un institut de recherche. Et donc je vais essayer de vous expliquer, enfin je vais vous expliquer, je pense que je vais réussir même, vous expliquer ce qu'est cet institut de recherche, où vous êtes déjà dans l'institution. Alors pour certains c'est peut-être très clair, mais pour d'autres par expérience ça l'est beaucoup moins, donc c'est voilà, savoir où est-ce que vous êtes finalement dans cette grande machine, une grande famille, je ne sais pas quelle UCL. Ce que l'UCL, ce que l'Institut, ce qu'il est, et puis ce que cet institut vous apporte. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans un institut tel qu'un CAL. Alors tout d'abord, où êtes-vous dans l'université? Alors, tous les chercheurs sont... Donc les chercheurs financés, mais maintenant également les doctorants sur fonds propres. Est-ce qu'il y a des doctorants sur fonds propres ici, qui ne sont pas financés? Non. Je ne sais pas si l'info en fait a circulé auprès d'eux. Valérie, une question. Donc en fait, tous les chercheurs, donc doctorants et post-doctorants, sont affectés à un institut de recherche. En général, cet institut est identique à celui de votre promoteur. Ça peut changer, mais la plupart du temps, c'est le même. Alors, je commence par le commencement. L'UCL est divisé en 3 secteurs. Le secteur des sciences et technologies, le secteur des sciences humaines et le secteur des sciences de la santé. Vous trouvez dans le secteur des sciences humaines. Ça, c'est le premier niveau. Au sein du secteur des sciences humaines, vous trouvez comme des entités, et ces entités sont les facultés et les instituts de recherche qui sont au même niveau. Les facultés gèrent l'enseignement, les instituts de recherche gèrent la recherche. Et donc vous êtes affecté donc, à un institut de recherche en tant que chercheur. Au sein des instituts, alors au sein des instituts, il y a de nombreuses possibilités d'organisation, puisque les instituts, au moment où ils ont été créés il y a 8 ans, on leur a laissé en fait la liberté de faire comme ils le souhaitaient, soit par centre de recherche, soit par pôle, soit, enfin, voilà, etc. Mais il se trouve qu'en INCAL, nous sommes organisés en centre de recherche. Donc vous faites tous partie d'un centre de recherche. Vous savez tous dans quel centre de recherche vous vous trouvez? Oui? C'est une question importante parce qu'il peut arriver qu'il y ait une personne qui dise bah non, finalement, mon promoteur ne me l'a pas dit, j'en sais rien, je ne sais pas trop. Donc, voilà, donc vous êtes donc aussi dans un centre de recherche. Alors au sein des instituts se trouvent également les plateformes technologiques. En INCAL, il y a une plateforme technologique que nous partageons, si je puis dire, avec l'Institut supérieur de philosophie. C'est la plateforme Alpha, dans laquelle se trouve en fait le fonds Beauchot, le fonds Henri Beauchot, donc cet écrivain qui a légué une grande partie de ses archives à l'UCL. L'autre partie du fonds Alpha est un fonds en fait, d'archives philosophiques, raison pour laquelle cette plateforme technologique est partagée avec l'Institut supérieur de philosophie. Alors, quelques petites remarques. Si vous êtes assistant, je ne sais pas, il y a des assistants parmi vous? Donc, je le dis quand même, comme ça vous le savez pour vos collègues, si vous êtes les assistants ont une double affectation, puisque dans leur mandat, il y a une partie enseignement, donc ils sont également affectés à une faculté. En l'occurrence, ici, ça va être la faculté de philosophie, arts et lettres. Vous avez la possibilité de vous affilier, donc il y a une différence entre affectation et affiliation, vous avez la possibilité de vous affilier à un autre institut.
en fonction en fait de vos intérêts de recherche. Des cas sont très très fréquents, donc vous travaillez par exemple sur l'art religieux, donc vous êtes affecté à l'Institut Incal, mais vous pouvez très bien vous affilier à l'Institut des religions, RSC, c'est religions, société, non, sciences. Merci, heureusement que tu es là. Donc, parce que nous on l'appelle évidemment l'Institut des théologiens. Donc l'Institut en fait qui s'occupe des sciences religieuses et donc qui comprend d'ailleurs de très nombreux membres affiliés. Et dans ces cas-là, si vous êtes affilié à notre institut, eh bien vous êtes dans leur liste de diffusion et vous avez une circulation de l'information qui circule de façon plus aisée. Mais vous pourriez vous affilier, je ne sais pas, à un institut également en sciences et technologies ou en sciences de la santé, si votre sujet de recherche le demandait. Ça n'est pas du tout obligatoire, mais c'est une possibilité, sachez que ça existe. Voilà. Ceci dit, ce n'est pas parce que vous êtes affecté à un seul institut et que vous n'êtes pas affilié à d'autres que vous ne pouvez pas travailler en collaboration ou développer des collaborations avec d'autres collègues ailleurs dans l'université. En fait, vous êtes tout à fait libre de travailler avec qui vous voulez. J'insiste vraiment là-dessus, en général plutôt avec l'accord de votre promoteur, c'est mieux. Pour toute une série de choses, d'ailleurs c'est ce qu'on demande, de toute façon, que l'accord du promoteur soit explicite. Mais le fait d'appartenir à un institut de recherche ne vous enferme pas dans cet institut. En fait, ce que ça permet de faire, ça permet que l'institut touche de l'argent pour vous, parce que vous êtes affecté à l'institut, et nous redistribuons, je vais l'expliquer après, cet argent sous forme de subsides et d'aides pour un certain nombre d'activités, etc. Je vais en parler. En ce qui concerne les doctorants, donc c'est pour la plupart d'entre vous, c'est votre cas. Donc les doctorants en fait ont un double statut. En principe, donc vous êtes chercheur financé, soit comme aspirant, soit comme FSR, soit comme sur un projet, que sais-je. Mais vous avez également une inscription en tant qu'étudiant à la faculté. Voilà. Juste pour info. Alors, donc, quel est cet institut qui s'appelle INCAL, Institut des civilisations, arts et lettres? Donc l'institut est composé de plusieurs organes. Pas la tête, voilà, enfin, en gros c'est ce qui va diriger l'institut. Et notamment il y a le bureau de l'institut qui est vraiment l'organe exécutif de l'institut, là où se prennent une grande partie des décisions. Il y a également le conseil de l'institut où il y a un certain nombre de membres du corps scientifique qui sont élus. Mais ça, tout à l'heure, en fait, les représentants du corps scientifique vont venir exposer ça. Et le conseil se réunit beaucoup moins souvent et entérine ou supervise, certaines fois ça dépend des sujets, un certain nombre de décisions que le bureau aura pris. Alors, la composition du bureau de l'Institut, la voici, je ne vais pas tout énumérer, je ne vais pas passer en tous les noms. Simplement, en fait, les représentants académiques, en fait ça j'aurais dû le changer, puisque le règlement intérieur de l'Institut a changé cette année. Donc vous avez ici un représentant par centre de recherche. Voilà. Donc, il y a un président ou une présidente, un vice-président ou une vice-présidente, un représentant par centre de recherche. Vous avez donc la coordinatrice administrative de l'Institut ou un coordinateur, ça dépend, voilà. Des représentants du corps scientifique et des représentants du corps administratif. C'est pour vous donner une idée un petit peu de qui se trouve dans ce bureau. C'est notamment le bureau qui, quand vous soumettez une demande de financement, c'est le bureau qui décide de vous l'accorder ou pas. En général, on accorde. Hein, voilà. Pour autant que ça rentre dans les critères. Voilà. Alors, les centres de recherche de l'Institut, donc vous vous situez dans un centre. Alors, on va faire un petit passage. Vous êtes dans quel centre? ECR. ECR, d'accord. Donc vous êtes en littérature. C'est ça. Voilà. Et vous? Le CEMA, oui, on se connaît déjà en fait. CEMA aussi. CEMA. Le CEMA aussi. Le CEMA. Le CHJ. Le CHJ. Donc le CEMA, c'est plutôt... il y a des archéologues, vous êtes
sur le versant archéologie, Histoire et archéologie. Histoire et archéologie. CHDJ, c'est histoire du droit et de la justice. Alors, GEMCA. Voilà, le SIOL. Donc le GEMCA, c'est plutôt un centre interdisciplinaire sur la première modernité, donc 16e, 17e siècle. Le SIOL, donc voilà, des études orientalistes. Et voilà. Donc voilà, donc vous avez, ceci dit, tous les autres centres de recherche qui vous sont présentés ici. Il y en a 12, et dont certains sont inter-instituts. Par exemple, le LARIS, qui est celui qui regroupe tous les historiens. À l'intérieur du LARIS, vous avez des historiens qui sont membres de l'Institut INCAL et d'autres qui sont membres de l'Institut IACOS. C'est tout à fait possible. Il y a d'autres, je vois le GEMCA, il y a aussi un des membres du GEMCA qui est membre de IACOS. Voilà. Et puis donc la plateforme Alpha. Alors, pour vous donner une petite idée, je ne vais pas passer les chiffres en revue, hein, c'est juste pour vous donner une idée finalement de la taille. Hein. Est-ce que je suis au milieu de 15 personnes ou est-ce que je suis au milieu de 150 personnes quoi. Ben, en fait, vous êtes même au milieu de quasiment 250 personnes. Quoi, en fait. Et alors, ce d'autant plus qu'à partir de cette année, les doctorants sur fonds propres sont également affectés à l'Institut, ce qui augmente, nous en avons beaucoup en fait dans nos disciplines, hein, beaucoup de doctorants qui font leur thèse sans être financés. Donc ce qui augmente d'autant plus les effectifs. Ceci dit, là, ce sont les effectifs au 1er février 2016. Je ne les ai pas encore exacts. Enfin, c'est un peu compliqué d'obtenir les effectifs au fur et à mesure. Mais voilà, d'une année à l'autre, ça vous donne un ordre d'idée un petit peu du nombre de personnes. Et je dirais que ça vous donne aussi une idée de la variété des statuts pour les chercheurs. Donc pour les académiques ou les permanents FNRS, bon, bah, ça c'est assez simple hein, finalement. Mais pour tout ce qui est donc, le corps CI, donc le corps scientifique, voilà, on a une très grande variété de statuts. Mais comme vous le constatez, eh bien, le corps scientifique constitue le gros du bataillon des membres de l'Institut. Donc vous avez de l'importance dans l'Institut. Voilà, et je pense que les instituts ont une des missions d'ailleurs, c'est de s'occuper en priorité des jeunes chercheurs et de leur apporter les meilleures conditions possibles pour développer leur recherche. Voilà, une idée également des activités scientifiques, c'est pareil, moi je ne suis pas trop fan des chiffres en fait, donc bon, enfin, je les mets pour info, puis bon, je peux reconnaître que d'autres les apprécient, ces chiffres. Mais donc c'est pour vous donner à nouveau un ordre d'idée des activités, du volant d'activités, si je peux dire, développé dans l'Institut. Bon, si vous connaissez un peu déjà ce que fait votre promoteur, ce que font vos centres de recherche, vous avez pu remarquer que c'est certainement assez dynamique en général. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et vous le verrez au fur et à mesure de l'année, puisque vous recevrez régulièrement des avis, des annonces d'activités qui se déroulent, et ce sont des messages qui tombent à peu près tous les jours. Voilà. Donc il se passe toujours quelque chose dans l'Institut. Vous ne pouvez pas vous ennuyer. Alors, maintenant vous savez à peu près, ça va jusque-là? Vous voyez donc à peu près où vous êtes, vous avez une petite idée de l'Institut. Pour juste préciser, les centres de recherche, ça j'ai oublié de le dire, mais en fait les disciplines qui sont développées dans l'Institut, c'est principalement, donc c'est histoire de l'art, archéologie, musicologie, littérature, philologie et littérature, bon, enfin toutes les littératures qui sont, je dirais, abordées ici à l'UCL, à la fois anciennes, modernes, contemporaines, langue moderne, langue ancienne, langue très ancienne dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart d'entre vous. Je sais pas, au SIOL, vous travaillez avec qui? Avec M. Sommer en égyptologie. En égyptologie. Mais ça va. En général, l'égyptologie, les gens, voilà. Mais je sais pas, le louvite, alors le hittite, oui, mais le louvite, je sais pas si vous connaissez. Enfin voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent. Mais en gros, voilà le spectre disciplinaire de l'Institut. J'ai rien oublié? Non. Voilà. Et les linguistes, par contre, eux, sont dans un autre institut, qui est l'Institut Langue et Communication.
Et les philosophes, enfin je vous donne les disciplines connexes avec lesquelles en fait souvent on travaille, hein. Les philosophes sont encore dans un autre institut, et puis voilà, et puis comme j'ai dit, les historiens sont partagés entre l'Institut Incal et l'Institut IACOS, qui est en fait l'Institut des sciences sociales. Ce qui nous permet aussi de travailler pas mal avec des gens en sciences sociales, anthropologie, sociologie, etc. Donc voilà, un petit peu l'ensemble. Alors, c'est pas le tout, mais c'est bien beau, vous êtes là dans l'Institut, qu'est-ce que ça vous apporte? Beaucoup de choses. Donc l'Institut, en fait, outre ses membres, voilà, dont je vous ai montré le nombre, outre le bureau et le conseil, il y a une équipe administrative, dont une partie est ici. Alors, nous avons tout d'abord donc la personne qui assure la coordination administrative et la gestion de la recherche, donc c'est Laetitia Simard. Mais je m'empresse de dire tout de suite que Laetitia, après 7 ans de très bons et très loyaux services, va nous quitter dans 2 semaines. Voilà. Donc, je serai remplacée, ne vous inquiétez pas. Voilà, elle sera remplacée, pas tout de suite. Voilà, il faut juste le temps de la transition. Mais voilà, en tout cas, il y a une personne qui s'occupe. Après, j'expliquerai en détail ce que chaque personne fait et pourquoi vous pouvez vous adresser à ces personnes-là. Nous avons également un service image avec Frédéric Verholman, qui est à la caméra, Virginie Ouzio, qui n'est pas ici. Il y a également un secrétariat avec Nathalie Bernard, voilà, qui s'occupe... voilà, c'est grâce à elle que vous allez pouvoir avoir un super drink, enfin grâce, pas seulement à elle, je suis sûre que Fabienne a aussi la patte largement, pour un super drink après cette séance. Fabienne Ferrière, voilà. Mais Fabienne, c'est pareil, va nous quitter dans 2 semaines. Voilà. Nous avons également une cellule logistique et comptable, donc avec Stéphanie Landrin qui est ici et qui va vous donner quelques informations à ce sujet très importantes d'ici quelques minutes. Et Alain Dubuc, qui n'est pas présent à cette réunion, mais qui s'occupe également d'un certain nombre de comptes au sein de l'Institut. Et puis enfin, nous avons une gestionnaire de publication, Guylaine Bouchard, qui n'est pas présente et qui s'occupe comme son nom l'indique, en fait, des publications. Alors elle travaille principalement pour la revue Les Lettres Romanes, mais elle travaille également sur la mise en page, de la révision des preuves, par exemple, de volumes ou de monographies. Voilà, donc ça, très très précieux. Alors, maintenant, voilà, toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vous proposent, qu'est-ce qu'elles vous offrent comme service? Donc tout d'abord, la gestion de la recherche. Alors, évidemment, ceci est assuré par Laetitia jusqu'à la semaine prochaine. Après, bien, voilà, on s'arrangera pour répartir. En attendant d'avoir une nouvelle personne opérationnelle, on s'arrangera de toute façon pour que ces missions soient de toute façon assurées. On répartit certainement entre ce que moi je pourrais faire, ce que Nathalie pourra faire, mais aussi ce que les services centraux pourront faire, qu'on pourra plus faire en local pendant quelques semaines. Donc c'est principalement une aide à la recherche de financement, une aide à la soumission de projets. Donc quand vous devez soumettre un dossier, eh bien Laetitia peut, enfin la coordinatrice ou le coordinateur, ou la CAI, peut aider à vous permettre de respecter les règles de ces soumissions, s'occupe de transmettre ces dossiers et de les faire signer par les autorités, enfin voilà, toute cette partie administrative, de contact aussi, de circulation de ces dossiers, parce qu'ils doivent passer souvent dans plusieurs services avant d'être envoyés, et bien c'est la CAI qui s'en occupe. Et il y a également une aide à la rédaction de projets. Voilà, donc la CAI a aussi des compétences en général pour avoir un œil averti sur la manière dont on présente certains projets, sur la manière dont on conçoit les budgets également, et puis sur toutes les informations qui sont relatives à l'UCL et que nous devons en fait indiquer dans ces projets. Donc ça c'est pour la gestion de la recherche. Donc le service images et publications avec Frédéric et Virginie. Donc, ce sont eux qui s'occupent de la mise à jour du site web. Pour l'aide à la publication, on l'a indiqué ici, j'aurais dû le modifier, mais c'est plutôt Guylaine Bouchard en fait qui le fait. Voilà.
Alors, aide graphique et technique, ça veut dire que quand vous organisez une activité, que vous avez besoin de produire une affiche et un programme, eh bien ce sont ces personnes qui s'en occupent, c'est plus particulièrement Virginie qui le fait. Nous avons également la réalisation de podcasts, vidéos, et plus largement, nous enregistrons à la demande les activités, certaines activités en fait, qui se déroulent dans l'Institut. Et ces podcasts, ensuite, ces vidéos, sont placés sur le site de l'Institut. C'est quelque chose qui, pour le moment, est assez sous-exploité dans la communication de l'Institut et sur lequel nous travaillons de façon à ce que ces activités enregistrées, si on les enregistre en général, c'est pour qu'elles soient diffusées, et bien pour qu'elles aient une meilleure diffusion à l'avenir. Et c'est Frédéric qui s'occupe pas seulement d'être juste derrière la caméra, mais après du montage, de la mise en ligne, etc. Si vous avez le souhait aussi d'enregistrer une capsule vidéo qui présente en 180 secondes ou en 200 secondes même, on pourrait accepter, vos projets de recherche, par exemple, c'est aussi possible. Hein, voilà, il y a toute une palette que nous n'avons pas encore totalement développée, par manque de temps, voilà, mais c'est des choses qui sont en cours. En tout cas, sachez que ce service existe, hein, de vidéo, de fabrication de vidéos, et que vous pouvez voilà, utiliser, en faire la demande. Il y a également une newsletter de l'Institut qui paraît en général 2 fois par an, et qui est réalisée, alors là c'est le service image et publication, mais en fait c'est un travail assez collectif, tout le monde met la main à la pâte, puisqu'il y a beaucoup d'informations dans cette newsletter, et voilà, donc, moi j'écris dedans, Laetitia doit participer, souvent on a besoin aussi d'infos de Stéphanie, enfin voilà, tout le monde participe aussi. Enfin donc la cellule logistique et comptable, très très précieuse cette cellule. Donc c'est, alors en fait il y a 2 volets. La cellule aide, je dirais, nous aide, m'aide à gérer les ressources budgétaires. Donc le budget que l'Institut reçoit du central est réparti entre les membres de l'Institut selon une clé de répartition. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Et donc la CLC nous aide à gérer au mieux en fait ses ressources, et elle s'occupe également du traitement des factures et des notes de frais que les chercheurs vont lui remettre. Je ne rentre pas plus dans le détail puisque Stéphanie va en dire un mot après. Voilà, c'est clair? Là, ça va? Alors, comme dernier point, je voudrais mentionner tout de même, il y a autre chose que vous apporte l'Institut, c'est l'organisation, particulièrement cette année, d'un certain nombre d'événements ou d'activités, on va dire, collectives, communes pour l'Institut. Et l'année 2017-2018 va être en fait assez riche. Il y a tout d'abord, donc, comme ça fait la 3e année, nous avons une cellule de coaching FNRS. Alors vous n'êtes peut-être pas concerné cette année parce que vous venez d'avoir un mandat et vous n'allez peut-être pas en changer, sauf pour certaines. Voilà. Mais enfin, sachez que nous organisons donc le 29 novembre à 10h30 une séance d'information générale sur la manière de remplir, de compléter les dossiers FNRS pour les aspirants et les chargés de recherche. Au cours de cette réunion seront présents 3 membres ou ex-membres des commissions FNRS, SHS3 et SHS4, c'est-à-dire toutes les disciplines qui nous concernent, et auxquelles on pourra poser toutes les questions qu'on souhaite. Et il y a un autre volet à cette cellule de coaching, c'est que pour les participants, nous leur proposons des exercices qui leur permettent de remplir leur dossier de la manière la plus efficace possible, avec un retour individuel, il y a un feedback individuel qui est organisé tout début janvier sur ces exercices. Et là, ce ne sont pas les membres des commissions FNRS auxquels je demande ça, parce qu'on risquerait quand même des conflits d'intérêts, ce ne serait pas très déontologique, mais donc il y a toujours, je mobilise, je demande en fait à des académiques chevronnés de l'Institut de regarder ces exercices, voir les dossiers si les personnes ont déjà un dossier constitué, pour avoir un regard extérieur, personnalisé sur ces dossiers. Les 2 années précédentes, ça a très bien marché, les gens étaient très contents, semble-t-il, ça a été assez utile. Donc voilà. Mais j'enverrai un email général pour l'inscription, etc.
C'est tellement utile que donc, cette année, voilà, l'année dernière, il y a l'Institut, des membres de l'ISP, de l'Institut de philosophie qui sont venus, et cette année, il va y avoir également des membres de l'Institut de langue et communication qui vont venir également assister à la séance d'information générale. Alors, dans un autre registre, le 11 décembre, nous organisons une journée sur les études de genre en INCAL. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui participent d'ailleurs à cette journée. Non, je sais qu'il y a des doctorants. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a d'une part le développement d'une politique de genre à l'UCL qui a été développée depuis le début du rectorat de Vincent Blondel. Hein, donc vraiment un travail sur... je dirais au sein de l'université, un travail institutionnel pour une meilleure égalité homme-femme dans l'institution. Mais comme on est une université, ça passe aussi par de la recherche sur ces questions-là. Il y a alors de la recherche et de l'enseignement. Il y a un nouveau master en études de genre qui a été lancé cette année, un master interuniversitaire. Il y a un centre de recherche qui est interinstitut, le GREG, c'est le groupe de recherche sur les études de genre, qui n'appartient pas particulièrement à INCAL, c'est vraiment là tout à fait transversal. Et donc nous avons décidé de monter cette journée d'études pour faire émerger les recherches qui se font dans l'Institut à partir ou avec les études de genre. Voilà, de façon à ce que finalement on connaisse mieux ce qui se fait, mais aussi s'interroger sur l'opportunité ou la pertinence de développer une telle méthodologie ou une telle approche sur nos objets de recherche, méthodologie à laquelle on ne pense peut-être pas immédiatement, ou qui nous interpelle mais qu'on n'a pas encore développé, etc. Voilà, donc ça aura lieu le 11 décembre, vous recevrez en temps utile le programme. Et puis, il va y avoir vraiment l'événement le plus important en fait, de l'année, mais j'ai presque envie de dire un des événements les plus importants de l'Institut depuis sa création quand même. C'est pour la première fois, l'Institut va décerner 2 titres de docteur honoris causa. La cérémonie elle-même aura lieu le 3 mai, donc vous pouvez déjà le noter dans vos agendas, le 3 mai à 17h30, et donc les 2 personnalités que nous allons honorer sont Arlette Farge, qui est historienne, je pense que les membres du CHDJ la connaissent, et Yves Citon, qui est lui littéraire, spécialiste plutôt du XVIIIe siècle, mais qui sont 2 personnalités qui présentent la particularité commune, d'une part de travailler de manière très transversale à la fois d'un point de vue disciplinaire et d'un point de vue historique. Donc ils sont tous les 2 18e-istes, un en histoire, l'autre en littérature, mais ils ne sont pas du tout restés dans leur champ, ils sont allés explorer largement d'autres questions jusqu'à notre contemporain, et qui présentent également la particularité l'un et l'autre d'être extrêmement engagés dans la défense des humanités, dans notre société, dans notre paysage intellectuel, et il nous semblait important actuellement de faire passer ce type de message. Donc la cérémonie qui aura lieu le 3 mai en fin de journée, mais elle sera précédée de très nombreuses activités et rencontres scientifiques, notamment avec les doctorants. Vous allez en entendre parler, les 2 ayant exprimé le souhait très très vif de rencontrer les jeunes chercheurs de l'Institut. Donc le programme est en cours d'élaboration, il sera finalisé vraisemblablement d'ici 2 ou 3 semaines, et nous le diffuserons alors à ce moment-là. Je pense que ce sera un beau moment et vraiment passionnant pour tout le monde, puisque voilà, c'est pas seulement que pour les historiens d'un côté ou que pour les littéraires de l'autre, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus transversal dans les questions abordées. Il y a une date que j'ai oublié d'indiquer, entre-temps en fait, il y a également un moment festif encore, mais ce sera festif les DHC. Évidemment, il y aura une réception, etc. Mais il y a un moment vraiment festif auquel de plus en plus de monde viennent d'ailleurs, on a un succès incroyable, qui est le drink de Noël, voilà, de fin d'année. Donc je suis désolée, le Père Noël ne sera pas là, ni Saint-Nicolas, mais bon, voilà, il y a quand même quelque chose de une ambiance assez sympa, et ça aura lieu le 19 décembre. Voilà, donc prenez date, le 19 décembre. Vous recevrez également un email où on vous demandera de vous inscrire, mais comme ça vous pourrez jamais noter dans vos tablettes. Et ça a lieu sur le temps de midi. On dit drink, mais en fait c'est pas drink, c'est ça. Mardi 19.
Voilà. Alors, moi j'ai terminé ma partie, mais si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, vraiment n'hésitez pas. Enfin, si d'autres questions vous viennent après coup, vous pouvez nous les poser après coup, évidemment, il n'y a pas de souci, mais voilà. En tout cas, l'Institut est ici vraiment à votre disposition. Hein. Vous avez de nombreuses choses. Quand vous cherchez à savoir, bah, tiens, je veux organiser un colloque, je veux réserver une salle, mais comment je fais, à qui je m'adresse, etc. Pas la peine de commencer à chercher 36 000 personnes. Vous vous adressez soit à Laetitia, qui ne sera plus là, sa remplaçante ou son remplaçant, soit à Nathalie, hein, en disant voilà, je veux faire ça, comment je fais. Voilà. Alors évidemment, vous n'êtes pas concerné par l'embauche de chercheurs, mais je veux dire qu'il y a toute une série de démarches administratives. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous vous adressez à nous. Okay. Voilà. Et donc maintenant, je vais laisser la parole aux représentants du corps scientifique. Donc j'ai intégré le PowerPoint sur mon ordinateur. Voilà, c'est ici. Voilà, donc Annick Tonissen, Perrine Pilette, qui sont les représentantes du corps scientifique et qui vont vous expliquer ce qu'est ce corps scientifique auquel vous appartenez. Oui, donc bonjour. Donc Annick et moi, nous sommes les représentantes de la petite équipe de représentants du corps scientifique l'année qui vient de se terminer ici en Incal. Donc nous étions représentantes au bureau de l'Institut. Alors qu'est-ce que le corps scientifique? Alors le corps scientifique regroupe tous les scientifiques temporaires de l'université. Il se trouve à tous les niveaux de gestion, dans tous les organes de gestion de l'université, et donc aussi dans notre institut de recherche, et donc c'est un organe de représentation officiel. Alors qui compose ce corps scientifique? Il s'agit d'abord des doctorants financés, des assistants, des postdoctorants, des collaborateurs scientifiques également, et depuis cette année, les doctorants sur fonds propres vont également officiellement intégrer le corps scientifique, ce qui est un grand changement parce que ce n'était pas le cas avant. Donc les doctorants sur fonds propres se verront aussi représentés, leurs intérêts seront aussi représentés aux différents niveaux de l'université. Alors je ne sais pas si la question de la procédure d'affiliation est toujours valable ou si c'est maintenant automatique. C'est automatique. C'est automatique. Ils ne sont pas affiliés, ils sont affectés. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord, d'affectation. Là, on parle vraiment d'affectation. Pour les doctorants surtout. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Parce que chaque année, je me remets les pinceaux avec Donc la différence entre l'affectation et l'affiliation, affecté, ça veut dire que l'Institut touche de l'argent. Affilié, ça veut dire qu'on ne touche pas d'argent. En gros, c'est ça. Oui, parce que dans les faits, c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais ça veut dire qu'il y a un lien officialisé. En fait, c'est une affectation budgétaire. D'accord. Et donc tout ça se fait automatique. Pour les doctorants sur fonds propres, maintenant, c'est automatique. Oui, ça va l'être dans les... Oui, c'est ça ne l'est pas encore, parce qu'ils sont en train de rentrer ça dans... D'accord. Mais en fait, là, il n'y a pas de doctorants sur fonds propres. Oui, d'accord. Et donc vous seriez... les concernés seront aussi automatiquement considérés comme des membres du corps scientifique et plus seulement comme des étudiants, comme c'était le cas avant. Alors, voici en très rapide la structure de l'université et les différents niveaux où se retrouve le corps scientifique, donc dans les trois secteurs, les trois bureaux des secteurs. Donc on a des représentants ici au bureau du secteur des sciences humaines, dans les facultés et dans les instituts. Et donc, Incal est un de ces multiples instituts. Alors la représentation même au sein de l'Institut Incal, j'ai mis les chiffres en orange parce que ça c'était le nombre de représentants de l'année dernière, donc il va probablement fluctuer légèrement parce que le nombre de conseillers, le nombre de représentants du corps scientifique au conseil fluctue en fonction de, c'est 30% je pense du corps scientifique de l'Institut, donc en fonction du nombre total de membres du corps scientifique en Incal, on calculera combien de représentants au conseil il nous faut. Au bureau maintenant nous sommes 4 représentants effectifs plus 2 représentants suppléants et donc ce sont des mandats d'1 an et j'en profite d'ailleurs pour faire un appel aux volontaires parce que les élections vont se dérouler
nous l'espérons avant la fin du mois d'octobre pour la nouvelle année. Donc toutes les personnes intéressées sont appelées à se manifester donc en tant que soit représentant au conseil ou au bureau si vous vous sentez investi d'une mission un peu plus large, plus prenante en termes de temps, mais très intéressante. Au conseil, nous insistons fortement sur les bonnes volontés parce que 45 personnes, voire peut-être un peu plus cette année, c'est énorme et nous avons besoin de... Il en faudra plus cette année. Il en faudra plus. Si les doctorants sur fonds propres viennent gonfler l'effectif. Ils vont déjà être pris en compte pour... Ça, c'est la question. Voilà, on va pas brouiller les esprits maintenant. Je pense que c'est quelque chose dont il faudra que nous parlions. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, avis aux amateurs, on a besoin d'un grand nombre de personnes, au moins 50, 60 cette année. Donc, et le conseil se réunissent 2 fois par an. Oui, c'est pas lourd. C'est pas lourd, mais c'est important. Mais c'est très important. Alors, quelles sont les différentes missions que nous essayons de porter au sein de l'Institut, toujours en concertation et en bonne communication avec la présidence de l'Institut, bien sûr. Alors, il y a des missions de concertation, de communication et d'information. Donc, nous insistons sur le fait que nous sommes vraiment une structure ouverte et transparente, qui est là pour recueillir vos besoins, vos demandes qu'on pourra ensuite relayer soit au conseil, soit au bureau. C'est aussi un lieu qu'on a voulu ouvrir durant ces dernières années pour en faire un vrai lieu de rencontre entre les jeunes chercheurs des différentes disciplines représentées dans l'Institut. Chaque année, nous mettons en place aussi, donc là aussi je fais appel à vos bonnes volontés, nous mettons en place un système de personnes relais. Donc chaque centre devrait idéalement désigner un représentant du corps scientifique qui pourrait plus facilement relayer les besoins vers les représentants au conseil et surtout au bureau. Donc je ne sais pas à quel centre vous appartenez, mais un mail circulera bientôt à ce sujet. Et donc nous organisons plusieurs fois par an, on essaye au moins de faire ça une fois par quadrille au minimum, des réunions d'information sur les grands dossiers que le corps scientifique doit porter d'une année à l'autre. Alors voici justement les centres, j'espère n'en oublier aucun, mais je pense qu'on vous les a présentés. Oui. Alors une deuxième mission, et qui va aussi avec la première, celle d'être une structure ouverte qui accueille les différentes personnes, c'est aussi de promouvoir la visibilité des jeunes chercheurs. Oui, promouvoir la visibilité des jeunes chercheurs, notamment à travers certaines activités que nous allons vous détailler par la suite. Là, ce sont des petits rappels que nous faisons aussi chaque année, même si peut-être que ça a déjà été fait. Alors, la première question, donc, ça ne concerne pas spécifiquement notre mission, mais ce sont des rappels qu'on fait toujours. Donc, DIAL, je ne sais pas si vous connaissez déjà DIAL, c'est la base de données bibliographiques de l'UCL, et dans laquelle il faut rentrer toutes vos activités, qu'elles soient bibliographiques ou de colloques ou autres. Donc tout doit se retrouver là-dedans, et c'est sur cette base, entre autres, que les bailleurs de fonds contrôlent vos productions, etc., pour l'attribution de projets dans le futur. Votre page personnelle sur le portail UCL, n'oubliez pas de l'alimenter, parce qu'elle est très basique si vous n'y faites rien, mais vous pouvez ajouter des onglets, détailler vos intérêts de recherche, mettre une photo qui vous convienne aussi, parce que la photo du portail n'est pas toujours la plus à notre avantage. Est-ce que le formulaire d'annonce d'activité est toujours valable? Oui. Donc n'oubliez pas à chaque fois que vous organisez une activité avec vos collègues, avec un centre ou plusieurs centres, de rentrer ces informations dans un formulaire qui se trouve sur le site de l'Institut, un formulaire qui s'appelle le formulaire d'annonce d'activité et qui permettra, lors de la rédaction du rapport annuel de l'Institut, d'intégrer toutes les informations qui se font concernant les activités qui se font dans notre centre. Il y en a énormément, il y a beaucoup de centres, donc n'oubliez pas, si vous voulez que ça soit inscrit quelque part, de remplir ces formulaires. Et ça, c'est un projet qui est toujours en chantier, qu'on a un peu gelé parce que l'UCL a sorti un nouveau site internet l'année dernière, il y a quelques mois, qui est toujours en train d'être amélioré. Mais quand le site sera enfin parfait, nous espérons,
C'est une utopie. C'est plus l'année des utopies, c'est l'année des mondes numériques, mais Oui, c'est ça. bien la bonne année aussi pour avoir un bon nouveau site du Corsi, un CAL qui fonctionne et qui pourrait relayer plus efficacement les activités des personnes qui s'y trouvent. Je voulais juste ajouter une chose en fait en ce qui concerne le formulaire d'annonce d'activité. Ce formulaire ne sert pas seulement à nourrir le rapport annuel. Il faut savoir que quand vous organisez, vous ou avec votre promoteur, une activité, donc un séminaire, un colloque, une journée d'études, vous remplissez ce formulaire-là, dans lequel on vous demande toute une série d'informations, combien de jours, où, quand, comment, quoi, est-ce que vous voulez demander un financement à l'Institut. Et quand vous cliquez sur soumettre ou envoyer, eh bien ce formulaire est dispatché à travers toute l'équipe administrative ici, et en fonction de ce que vous avez répondu, eh bien, les personnes vont vous recontacter. Donc, par exemple, si vous avez coché la case que vous voulez un subside, un CAL, alors automatiquement, parce qu'on va vous demander de mettre en attachement un budget, etc., et bien, automatiquement, cette demande de subside sera soumise au bureau suivant de l'Institut. Si vous avez coché la case que vous avez besoin du service du service image et publication pour la confection d'affiches et de programmes, eh bien, ils vous recontactent pour savoir un petit peu de quelle manière organiser les choses. Si vous avez coché la case que vous avez besoin de la cellule logistique événement, eh bien, c'est pareil, la cellule logistique événement qui ne fait pas partie de l'Institut, qui fait partie de la faculté, mais qui en fait offre ses services aussi pour l'Institut, cette cellule va vous recontacter pour savoir de quoi vous avez besoin aussi. Donc en fait, c'est un formulaire extrêmement important quand vous organisez quelque chose. Et la plupart des personnes remplissent ce formulaire seulement, beaucoup de personnes remplissent ce formulaire uniquement quand ils ou elles ont besoin d'un financement, mais même si vous n'avez pas besoin de financement, il faut le compléter, parce qu'en effet, cela nourrit automatiquement le rapport annuel, ce qui nous facilite la tâche au moment où on le fait, quand on le fait. Et la newsletter. Et la newsletter également. Voilà. Et puis, vous pouvez organiser un séminaire, une journée d'études, sans avoir besoin de demander de l'argent, mais par contre, vous aurez besoin de faire un programme, vous aurez besoin de faire une affiche, etc. Vous aurez besoin d'organiser des pauses café, d'un dîner ou un déjeuner, et là, vous aurez besoin du service image, de la cellule d'événement, etc. Ok, donc tout ça se trouve, je vous conseille d'aller visiter l'intranet de l'Institut, et d'explorer un petit peu ce qui se trouve sur cet intranet. Vous avez tous les formulaires en ligne pour toutes les demandes de subsides. Vous pouvez découvrir. Voilà. On ne va pas vous le montrer ici maintenant, ce serait trop long et très fastidieux en plus, mais allez-y, découvrez ça. Voilà. Et si vous avez des questions, je vais faire la parenthèse. Merci, j'aurais dû préciser tout ça. Tu veux prendre la parole? Oui, là. Alors, une des missions que les représentants du corps scientifique se donnent aussi, c'est la mission de soutien dans la recherche de financement, principalement dans le total soutien à la cellule coaching en fait, qui est organisée par l'Institut. Ça se fera. Oui, mais j'ai annoncé, c'est le 29 novembre. D'accord. Donc vous savez déjà de quoi il s'agit. Chaque année aussi, nous tâchons de garder une liste mise à jour de tous les financements disponibles aussi pour nos disciplines, qu'ils soient courts ou longs. Mais cette liste implique une participation dans les deux sens. Nous la gardons, mais également nous sollicitons de votre part chaque fois que vous découvrez une bourse ou quelque chose qui pourrait être intéressant dans l'une ou l'autre discipline. Il serait intéressant de nous communiquer pour que nous puissions le consigner et le partager ensuite avec les personnes intéressées. Alors, la quatrième mission, et là je vais laisser ma collègue vous en parler, concerne l'accompagnement méthodologique à la recherche. Oui, donc le Corsi CAL organise certains événements, entre autres les tables rondes transdisciplinaires intersphères. C'est un projet qui a été lancé l'année passée. Il y avait eu 2 séances jusqu'à maintenant.
Intersphère, l'idée c'est de regrouper deux chercheuses ou chercheurs de deux disciplines différentes, par exemple un historien avec un littéraire, ou au moins qui travaille sur une époque différente, quelqu'un qui travaille sur le Moyen-Âge et l'autre sur le contemporain. Donc il y a toutes les combinaisons possibles et qui discutent d'un problème, d'un thème méthodologique ensemble. Donc deux disciplines différentes, mais un aspect commun. Et on va essayer de relancer ce projet une fois que les élections ont été faites. Et si vous souhaitez participer ou assister à cette table ronde, vous êtes les bienvenus. On vous enverra des mails, il y aura des affiches, etc. Puis un autre projet, c'est lors de la cérémonie, pas de la cérémonie, mais les DHC, on va organiser une journée d'études, mais une sorte d'atelier avec les doctorants et les deux DHC. Là aussi, il y aura des informations bientôt. Et on a aussi organisé des workshops arthèses, donc là qui vont probablement pas se faire cette année-ci, cette année académique-ci, mais peut-être l'année d'après, où il s'agissait de discuter de la gestion du temps, la thèse en tant que projet de thèse, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on organise en tant que représentant du CORSI ANCAL. Donc Arthèse, ça ne se fera pas cette année? C'est un peu compliqué. D'accord, ok. C'était vraiment à destination des doctorants. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Mais ceci dit, voilà, vous êtes doctorant, vous êtes là pour quand même plusieurs années, hein. Vous le savez, je pense. En effet, si vous organisez l'année suivante, ça pourra toujours être utile. Peut-être qu'un an sur deux, ça serait peut-être plus intéressant pour qu'il regarde un public. Oui, peut-être. Je sais pas, il faudrait en discuter aussi. Parce que sur les 4 organisateurs, il n'y a plus que moi pour le moment. Donc oui, c'est un peu compliqué. Mais on va vraiment essayer de relancer Intersphère pour qu'il y ait quand même quelque chose. Oui, ça c'était pour vous rappeler qu'il existe un soutien aussi à la mobilité internationale, via un CAL, donc il faudra en faire part aux représentants au bureau ou directement à la présidence du bureau. Donc vous pouvez demander une certaine somme en ce qui concerne, pour les congrès ou des courts séjours de recherche à l'étranger, en sachant que c'est accordé en priorité aux gens qui n'ont pas de crédit de fonctionnement à côté, donc surtout les assistants. Sauf que les assistants ont maintenant un crédit de fonctionnement. Ah d'accord, ok. Mais c'est très très récent. C'est depuis un an, oui. Je pense que ceci dit, c'est un élément important quand même. Ça me fait dire que ça me permet de préciser quelque chose à savoir. Quand vous introduisez une demande de financement, en particulier donc une demande pour mobilité internationale, donc vous avez un voyage à faire pour vos recherches, si vous avez déjà un budget de fonctionnement, on regarde évidemment où en est votre budget de fonctionnement. Et on regarde si alors, certaines dépenses ne sont pas éligibles en fait, sur certains budgets, et dans ces cas-là, en effet, alors, ce budget ANCAL est là pour ça, hein, pour prendre en charge certaines dépenses non éligibles. Voilà, la priorité, c'est de dépenser le budget de fonctionnement que vous avez reçu par le FNRS ou par le FSR, ou que vous avez par un projet, par une ARC par exemple. Voilà. Okay. Bien voilà, voici nos adresses. Donc Annick et moi, nous sommes les deux premières. Et les autres sont dans mon adresse. Pardon? C'est un simple O. Ah, ok. Mais vous trouvez de toute façon les noms sur le reporter aussi. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, en attendant les nouvelles élections, nous sommes toujours en charge. Les autres sont pour information, mais elles sont moins disponibles pour le moment. Donc adressez-vous à nous en priorité. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Ok, merci beaucoup, merci Annick. Et voilà, donc là, je passe la parole à Laetitia, qui va vous parler de ce qui est à votre disposition pour tout savoir sur l'Institut. Vraiment tout répondre à toutes vos questions, etc. Si vous êtes perdu, comment faire.
vous parler de la partie la plus passionnante de cette séance, le vademecum de l'Institut administratif. C'est très important. Oui, j'ai pas dit que c'était pas important, j'ai dit que c'était pas passionnant. C'est-à-dire que c'est un document qui est très important, enfin, qui vous sera utile, mais au niveau de la lecture, si vous voulez vous endormir rapidement le soir, c'est pas à lire une extension voilà, du début à la fin. Voilà, en une fois. Non. Mais c'est un document dans lequel vous pouvez aller piocher des informations au fur et à mesure que vous posez des questions. Et qui a matière à être amélioré, etc. Je ne serai plus là, moi, pour l'améliorer, mais la personne qui me remplacera et puis et les autres membres de l'équipe administrative pourront aussi le compléter si vous avez des choses que vous vous dites, ah mais tiens, il manque telle information qui serait intéressante. Je viens de penser d'ailleurs avec la présentation de Corinne tout à l'heure que je n'ai pas mis dedans la page personnelle que chacun doit mettre activée, mais on va faire peut-être un onglet là-dessus aussi. Alors, donc c'est un document qui actuellement est en format, qui sera en format PDF. Après, ça sera à voir avec le nouveau portail UCL si on le fait, on l'active de manière plus interactive, via des pages web, etc. Il n'est pas en ligne là maintenant tout de suite dans sa version mise à jour. Il le sera cet après-midi ou au plus tard vendredi. Voilà. Et il sera envoyé par mail à tout le monde. Donc vous le recevrez aussi par mail. Alors, je vais passer rapidement donc, la table des matières. On ne va pas lire ensemble les 27 pages du document, enfin 25 pages du document, mais comme ça vous voyez un petit peu le contenu. Alors il y a des choses qui vous ont déjà été présentées par Agnès ou par les deux représentants du Corsi, mais voilà, comme ça vous verrez un petit peu. Vous avez un point sur la structure et fonctionnement de l'UCL, voilà, où se trouve l'Institut, etc. Vous avez un point sur les services proposés. Agnès vous les a présentés tout à l'heure, avec les différentes personnes de l'équipe administrative qui peuvent vous aider pour différentes choses. Je reviens principalement sur la cellule événement qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est une cellule événement qui se trouve dans la faculté, mais qui rend des services aux instituts. Et donc, quand vous voulez, enfin, s'il vous plaît, quand vous voulez organiser un événement, parce que vous êtes jeune chercheur, vous avez plein d'idées, vous voulez organiser un événement, parlez-en à votre promoteur, ça c'est une évidence première. Et deuxièmement, ne cherchez pas à organiser les choses par vous-même. D'accord ? Ça, c'est la chose à oublier dès le départ. Vous savez, parce que ça, c'est catastrophique. Parce que vous allez essayer de vous débrouiller et puis ça va entraîner une série de problèmes. Donc, vous avez des personnes qui sont vraiment là pour vous aider, que ce soit la cellule événement pour l'organisation pratique et que ce soit la cellule logistique et comptable pour tous les aspects financiers et budgétaires. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc on a évoqué la service image, l'aide à la recherche qui sera faite par ma remplaçante. La base de données DIAL a été évoquée, donc là vous avez un paragraphe qui vous explique un peu DIAL avec le lien vers la base de données. Vous devez encoder vous-même vos publications et vos activités scientifiques dans cette base de données. C'est très important parce que ça permet pour l'université de savoir quelle est la production scientifique, tout simplement. C'est-à-dire par rapport à une entreprise classique qui sait combien de machines à laver elle produit, etc. L'université, c'est de savoir combien d'étudiants il y a d'un côté, et puis de l'autre côté, au niveau de la recherche, qu'est-ce qui est produit scientifiquement. Donc si vous ne complétez pas cette base de données, on ne peut pas savoir ce qui est fait au niveau global de l'université et au niveau de l'institut de recherche. Et par rapport à votre CV à vous. D'accord ? Donc c'est très important. Je veux juste préciser, oui. Donc ça, vous devez bien avoir conscience de ça. Vous êtes doctorant, si quand vous avez fini votre thèse, vous voulez déposer un dossier chargé de recherche au FNRS, la bibliographie, enfin votre CV et votre liste de publications, il est exigé que ce soit la liste de publications tirée de DIAL. Okay, donc c'est pour ça aussi que vous devez la remplir. Votre promoteur fait une demande de FSR, on doit resoumettre votre liste de publications, c'est pareil. Ce qui est exigé, c'est la liste de publications de DIAL, etc. Donc c'est pour ça que... Donc c'est pas le logiciel le plus convivial qui existe, mais franchement, bon, voilà, vous avez un article qui sort, ça vous prend un quart d'heure, voilà, vous le rentrez dans DIAL, point, et on n'en parle plus. En gros, c'est ça.
Alors, des points importants, on a évoqué tout à l'heure, je ne vais pas les détailler ici, mais le fait que vous pouvez vous affilier à un autre institut de recherche, et des personnes d'autres instituts peuvent s'affilier à un INCAL, il y a une procédure à suivre. Il y a différents statuts de chercheurs, vous êtes soit doctorant, boursier, avec une bourse de doctorat ou post-doctorat, un contrat de travail, de recherche. Mais il y a d'autres catégories de chercheurs en plus des vôtres. Donc, par exemple, le collaborateur scientifique. On a la possibilité d'accueillir des personnes de l'extérieur. Donc c'est accueil des visiteurs internationaux, que ce soit des académiques ou des chercheurs moins confirmés. Et donc il y a une procédure à suivre. Ces personnes ne peuvent pas venir comme ça à l'université, surtout si c'est pour des séjours de plus longue durée, sans être couvertes par des assurances, sans avoir fait des démarches administratives, aussi pour avoir des accès informatiques, etc. Donc il y a une procédure très claire qui existe. Quand vous êtes absent, alors vous pouvez être absent pour deux raisons principales, soit pour des raisons professionnelles, parce que vous partez à l'étranger, assister à un colloque, séjour de recherche, etc., soit parce que vous êtes malade. Voilà, c'est les deux raisons principales. Quand c'est pour des raisons professionnelles, en fonction de votre statut, de votre catégorie de chercheur, donc si vous êtes mandataire FNRS, si vous êtes boursier UCL, si vous êtes assistant, etc., il y a des formulaires et des procédures différentes que vous devez respecter. De nouveau pour des raisons d'assurance aussi. Parce que comme c'est pour partir pour des raisons professionnelles, vous êtes couvert par les assurances de l'UCL ou du FNRS en l'occurrence. Et donc vous devez toujours prévoir faire ces procédures avant de partir, évidemment. Donc là, c'est expliqué en détail dans le Vademecum avec les liens vers les formulaires spécifiques en fonction de votre statut. Et les académiques aussi doivent faire ces démarches-là. Quand c'est pour... vous avez aussi des absences, voilà, je mets un petit peu plus bas, en cas de maladie, eh bien, vous devez aussi prévenir. Voilà, la première chose, c'est votre promoteur, votre centre, que vous allez être absent pour plusieurs jours. Et puis, de manière plus administrative et officielle, vous devez faire parvenir un certificat médical au service du personnel. Donc, vous ne devez pas donner à votre promoteur le certificat médical, vous devez l'envoyer au service du personnel. C'est expliqué aussi dans le Vademecum. Et le service du personnel va envoyer un document à l'Institut pour demander que si vous êtes bien revenu, voilà, à un moment ou à un autre. Ça va ? Je ne vais pas vous parler ici, mais comme ça vous pourrez le lire si ça vous intéresse. Quand vous avez été engagé, recruté, il y a des procédures qui ont dû être faites. C'est que normalement vous avez toutes et tous finalisé a priori, c'est-à-dire des formulaires qui ont dû être complétés, que vous avez dû transmettre au service du personnel. Si vous êtes FNRS, c'est au FNRS vous avez dû les transmettre, etc. Voilà. Donc, et ça, c'est toutes des procédures administratives qu'il faut respecter. Alors, la question a été évoquée aussi tout à l'heure. L'Institut attribue une série de subventions à ses membres sur demande, et donc c'est le bureau qui les valide. Il y a d'abord la subvention événement qui a été évoquée, donc quand un événement est organisé. Et donc là, vous avez le détail de la procédure à suivre, le lien avec le formulaire en ligne à compléter pour pouvoir faire la demande. Ça va ? Vous avez aussi les subventions publication, donc pour des ouvrages publiés, parce que la maison d'édition parfois demande une contribution pour pouvoir publier. Et donc vous avez, l'Institut a un petit budget. Petit, hein. Oui. C'est pas le bon volant. Mais bon, voilà. C'est un financement qui a le mérite d'exister. Vous avez la même chose aussi pour traduction, quand vous voulez faire traduire des articles. C'est principalement en anglais, mais ça peut être dans toutes les langues. Si c'est pas en anglais, il faut que vous ayez trouvé le traducteur, parce que c'est en anglais. Oui. Vous connaissez tous le CTL, hein, le centre de traduction de Louvain. Donc, en fait, une cellule qui est basée ici, dans la faculté, hein, et qui est, la personne qui s'en occupe, c'est Margaret Mulcahy, et donc voilà, qui travaille avec un certain nombre de traducteurs pour
traduire des textes de l'anglais vers le français, mais le plus souvent en fait du français vers l'anglais, ou pour relire, hein, ça peut être des traductions, mais ça peut être aussi des relectures d'un texte que vous avez écrit en anglais pour le corriger. C'est un service qui est payant, hein, y compris pour les membres de l'UCL, les membres de la faculté, les membres de l'Institut. Voilà. Et c'est pas donné. Enfin, c'est pas donné, je veux dire, c'est pas propre au CTL. La traduction générale, c'est quelque chose, c'est un service qui est assez cher. Mais donc, vous avez la possibilité d'introduire une demande de subvention pour cette traduction, mais c'est pareil, hein, le budget, alors là, est vraiment tout petit. Hein. Et nous ne faisons que rembourser. Hein. C'est-à-dire que si vous avez... Alors, c'est exclu de rembourser ou de couvrir une monographie, la traduction de monographie, ça sera forcément que pour des articles. Mais vous avez déjà fait faire la traduction, votre article est accepté dans une revue, dans un volume, et là, on peut envisager de regarder ce qu'on peut vous donner. Okay. Et alors, vous avez toujours la subvention du fonds de mobilité qui a été évoquée aussi tout à l'heure, qui est une subvention un petit peu... comme d'ailleurs toute la plupart des subventions ANCAL, hein, sont des subventions de complément. Donc l'idéal, c'est toujours de trouver un financement extérieur. D'accord ? Et ANCAL vient, dans la mesure du possible, compléter, parfois suppléer voilà, au financement extérieur parce que vous n'avez pas pu l'obtenir ou parce que c'est pas évident toujours de trouver des financements pour des activités scientifiques. Et donc là, vous avez aussi toute la procédure, le lien vers le formulaire, etc. Et vous avez ensuite le fonds extraordinaire, c'est un petit fonds vraiment pour des demandes qui ne rentrent pas dans ces catégories-là et qui sont étudiées. Alors il n'y a pas de formulaire là spécifique, mais c'est au cas par cas et c'est le bureau, comme toutes les autres d'ailleurs, qui les examine et les valide et les attribue. Ou non. Surtout pour le fonds extraordinaire. Hein. Oui, pour le fonds extraordinaire. On regarde vraiment de très Oui, ben, on a... Je pouvais pas être là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Dans le Vademecum, vous avez aussi une série d'informations diverses, voilà, qui sont normalement là, c'est des choses que vous avez déjà dû faire, mais enfin bon, c'est-à-dire l'activation de votre identifiant, l'accès au Wi-Fi, l'accès à la carte de membre, comment est-ce qu'on peut l'avoir, etc., l'accès à la bibliothèque. Des salles de réunion, comment pouvoir réserver une salle de réunion, c'est important. L'infirmerie. Nous avons la chance en ANCAL d'avoir 2 personnes qui suivent chaque année la formation de premier secours et qui se mettent à jour chaque année, donc Frédéric Verholman et Virginie Ouzio du service image. Et toi tu l'as aussi, ben voilà, donc on a 3, vous imaginez. C'est un institut de recherche et un hôpital en même temps, c'est extraordinaire. J'ai mon recyclage demain, donc... Oui, cool. Donc vous avez, voilà. Donc s'il y a un malaise, quelqu'un fait un malaise, voilà, il y a moyen en local de trouver le premier secours. Voilà. Donc dans le Vademecum, il y a un point, une cellule que je n'ai pas évoquée, qui est la cellule logistique et comptable. Dans le Vademecum, vous avez une série d'informations, et là maintenant, Stéphanie va vous expliquer en détail comment procéder quand vous voulez vous faire rembourser quelque chose par l'université, par un compte de l'université. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la participation à un événement scientifique, l'achat de livres, différents frais que vous voulez vous faire rembourser, et soit vous disposez déjà d'un crédit de fonctionnement qui est propre à votre bourse ou à votre projet, soit vous faites une demande via ANCAL, etc. Mais comment procéder pour pouvoir faire correctement les choses, et voilà, Stéphanie va pouvoir vous expliquer ça en détail. Elle le fera beaucoup mieux que moi, donc je lui laisse la parole. C'est comment faire pour que l'argent arrive vraiment sur votre compte. Voilà. La règle d'or, c'est de ne jamais faire par vous-même, de nouveau, comme pour l'organisation des événements. D'abord demander, d'abord vérifier, et après, vous le faites, en ayant bien vérifié, parce que l'UCL a des normes financières très strictes à respecter. D'accord ? Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Ça va ? Merci Laetitia.